Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je vous avais promise depuis longtemps. C'est une vidéo analyse de sujet de dissertation. Alors j'ai décidé que cette vidéo là je la consacrerai au sujet de dissertation de l'ENS pour les classes préparatoires littéraires, dites AL. Et je ferai une autre vidéo pour les dissertations au niveau lycée parce que les enjeux et les attendus sont pas les mêmes. Les types de sujets aussi sont très différents. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur l'analyse d'un sujet de français de l'ENS. Alors au début je voulais faire un espèce de mélange entre plusieurs matières, mais je me suis dit que ce serait peut-être bien de vraiment se focaliser sur une matière dans cette vidéo parce que c'est déjà assez long comme ça. Et donc j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une copie que j'ai récupérée, ma copie de français du concours de l'ENS 2020. Pas la session précédente mais c'était celle encore d'avant, la session Covid on va dire. Donc j'ai passé l'ENS en 2020 et une deuxième fois en 2021 pour ceux qui ne le savent pas, et en 2020 j'ai été sous-admissible. Donc j'ai obtenu des résultats plutôt corrects à l'écrit, dont en français j'ai eu une note vraiment qui dépassait toutes mes espérances. J'ai eu 19 sur 20. Donc je voulais partir de mon analyse du sujet 2020, vous montrer à quoi ressemble une introduction de dissertation et comment est-ce que clairement au brouillon on fait pour analyser un sujet et arriver à le raccrocher à nos connaissances, à ce qu'on a appris durant l'année. Je vais commencer par vous lire le sujet, il est disponible sur le site Annales ENS AL et vous allez dans la session 2020 et vous cliquez sur français. Alors le sujet cette année-là portait sur le récit bref, c'était la thématique autour de laquelle on avait travaillé toute l'année et on avait 4 œuvres au programme, il y a toujours 4 œuvres au programme. Un recueil de nouvelles de Maupassant, Tropisme de Nathalie Sarraute, le premier livre des fables de La Fontaine et La nuit remue d'Henri Michaud, qui est un recueil de poésie. L'idée c'était vraiment de travailler autour des formes courtes, des récits dits brefs. Donc bien évidemment il fallait mobiliser ces 4 œuvres dans le corps de la dissertation, mais on avait aussi la possibilité de mobiliser d'autres références qu'on aurait vues durant l'année ou des références tout à fait personnelles. Aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur l'introduction, sur la manière de la présenter et sur la manière surtout d'analyser un sujet, comment à partir d'une citation d'un auteur, on arrive soi-même à créer une problématique. La citation, elle était extraite du livre Le sens de la brièveté, paru en 2003 et écrit donc par Catherine Graal. Le sujet qui était quand même relativement long mais pas trop quand même, enfin c'était une forme moyenne pour l'ENS on va dire, il faisait 6 lignes. Donc je commence. Si le récit bref se caractérise par un univers diégétique stable, borné par une forme complexe de subjectivité, il inclut aussi l'expression d'une absence qui grève son apparente complétude et qui se traduit fréquemment par une impression de frustration chez le lecteur. Chaque auteur crée en effet une tension entre, d'une part, une écriture pleine, approfondissant le champ défini initialement, et, d'autre part, un vide qui s'ouvre dans les attitudes des personnages, dans la parole narrante et dans l'écriture, nourrie de suspension. Alors c'était un sujet qui croisait plein de notions qu'on avait vues en rapport avec le récit bref, notamment la notion de vide, la notion de plénitude, la notion de suspension, la notion de subjectivité aussi. Ce sont des notions qui renvoyaient clairement aux caractéristiques, aux propriétés du récit bref et qu'il fallait directement mobiliser. Au brouillon, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous commencez à faire quand vous lisez votre sujet comme ça qui vous arrive, paf, vous retournez la feuille, vous lisez le sujet. Bon alors déjà, il faut toujours regarder le paratexte, à savoir d'où vient cette citation, qui l'a écrite. Des fois on connaît le critique, alors c'est pas pour ça que ça va forcément nous aider, hein. Là je connaissais pas du tout la critique, mais en tout cas on sait que le titre de son ouvrage c'est Le sens de la brièveté, donc ça focalise vraiment autour du récit bref, et on voit que c'est une dame qui s'interroge sur cette notion de brièveté. Qu'est-ce qui la caractérise? Donc ça c'est une première chose. Ensuite on peut voir aussi la date de parution, éventuellement voir si ça s'inscrit dans une réflexion littéraire particulière, un débat littéraire particulier. Ici pas vraiment puisqu'on est en 2003, donc en 2003 la critique est quand même assez récente, il n'y a pas de débat littéraire très précis qu'on pourrait identifier. Ce genre de débat littéraire vous les travaillez forcément en classe. Par exemple sur la dimension autobiographique des écrits, le combat par exemple entre Sainte-Beuve et Proust. Clairement si vous avez le Contre Sainte-Beuve de Proust, vous savez directement ça s'inscrit dans cette lignée là. Ici on ne sait pas, voilà.
Ensuite, il faut lire la citation. Lire déjà une première fois la citation pour définir, délimiter le domaine dans lequel il s'inscrit. Ici, c'est clairement le récit bref, donc il va falloir parler du récit bref, mais pas que. Il y a aussi la dimension narrative, on nous parle aussi des personnages, donc attention à circonscrire aussi son sujet autour de la notion de personnage. Il faut ensuite la relire plusieurs fois. De toute façon, c'est une citation. À la fin des 6 heures, vous devez presque la savoir par cœur parce que vous l'aurez lu, relu et re-relu. Il faut que dans le corps de votre dissertation et dès l'introduction, vous repreniez cette citation, que vous vous l'appropriez et que vous repreniez les mots, les notions importantes de cette citation pour les expliciter. Deuxième étape, après cette première lecture, il va falloir identifier la logique d'ensemble de cette citation. Ici, si je la reprends, je vous invite d'ailleurs à avoir la citation avec vous, on voit qu'il y a 2 phrases. Une phrase placée sous le signe de la concession, si le récit bref se caractérise par, donc on voit d'emblée que c'est une définition du récit bref qu'on cherche à produire. Le récit bref serait borné, mais il inclut aussi l'expression d'une absence. Donc il y a cette tension entre à la fois un bornage et à la fois une absence, un trou, malgré l'apparente complétude qu'il présente, le fait qu'il soit borné. Donc ça c'est la première phrase, donc avec 3 logiques, le caractère borné et complet du récit bref, et d'autre part une absence, une incomplétude, qui produit, troisièmement, un effet de frustration chez le lecteur. On a une définition du récit bref, ses caractéristiques, donc une tension, et l'effet produit chez le lecteur. Ensuite, on a une deuxième phrase qui vise à expliciter cette première affirmation, cette première thèse. Chaque auteur crée en effet une tension, donc là on a vraiment la mise en valeur d'une tension au sein même du sujet, entre une écriture pleine et un vide. C'est, on va dire, ça un lieu commun dans l'étude du récit bref. C'est vraiment ce qu'on a appris tout au long de l'année. Donc là, clairement, on pouvait réinvestir plein de choses qu'on avait vues. En revanche, ce qui était original dans ce sujet, c'était la focalisation sur les attitudes des personnages, ce qui est introduit en tout dernier, un vide qui s'ouvre dans les attitudes des personnages, aussi dans la parole narrante, et dans l'écriture nourrie de suspension. Donc ce qui était original, c'est qu'il y avait 3 dimensions de ce vide. C'était pas seulement au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, qu'il nous manque un morceau ou que la chute arrive brutalement. Non, non. C'est aussi dans l'attitude des personnages, donc peut-être dans leur morale, dans leur comportement, dans leur caractère. C'est aussi dans la parole narrante, c'est-à-dire le narrateur. Comment se positionne le narrateur? Est-ce qu'il nous dit tout? Est-ce qu'il se veut exhaustif? Ou est-ce qu'il veut au contraire introduire du mystère? Et finalement, dans l'écriture, donc là c'est vraiment une question de style, de stylistique. C'est-à-dire, par exemple, nourri de suspension. Suspension, moi je vois clairement l'utilisation du point de suspension dans le récit bref à mettre en valeur, clairement. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai parlé, mais il me semblait que ça pouvait être intéressant. On essaye déjà de comprendre ce que la critique veut nous dire ici. Donc une fois que vous avez délimité la logique d'ensemble, donc ici on a délimité vraiment clairement une tension entre d'un côté la complétude et de l'autre côté l'incomplétude. Donc ça c'est la deuxième étape, à savoir comprendre la logique de la citation, trouver où se trouve la tension, parce que généralement il y a une tension, alors soit elle est induite déjà dans le sujet, soit c'est à vous de la trouver, c'est-à-dire que là la critique induit directement la tension dans sa citation, mais des fois la tension c'est à vous de la trouver et c'est à vous d'opposer une antithèse à la thèse de l'auteur. Donc là ici on a déjà un mouvement dialectique, on va dire, proposé au sein même du sujet. C'est un sujet qui du coup se veut plus simple parce que il vous demandera peut-être moins de réflexion à produire vous-même. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est plus simple d'écrire une dissertation à partir d'un tel sujet. Troisième étape, il va falloir sélectionner les mots-clés. Et ça, c'est vraiment dans tout type de dissertation avec citation. Au baccalauréat, vous aurez aussi des citations et il faut sélectionner les mots-clés et les expliquer, donner une définition et donner éventuellement aussi leur sens, ce à quoi ça s'oppose et à quelle notion littéraire on va les raccrocher. Alors moi, j'avais une professeure qui nous disait toujours de raccrocher chaque mot-clé qu'on identifiait à des notions littéraires qu'on avait vues en classe et à des exemples qu'on avait vus également en classe. Par exemple, ici, moi, ce qui me paraissait dans ce sujet ultra important, c'était d'abord l'univers diégétique stable. Rien que cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'histoire, elle a un début et une fin. Donc là, on pouvait par exemple prendre l'exemple de la nouvelle, des nouvelles de Maupassant,
qui a un début, une fin, hein, c'est très abrupt d'ailleurs dans l'univers de la nouvelle, mais il inclut aussi l'expression d'une absence, qui grève son apparente complétude. Donc là l'idée c'était l'absence, j'aurais pris ce mot, l'absence de quoi? Ben, l'absence d'avant, on ne sait pas ce qui se passe avant. Si je reprends l'exemple de la nouvelle de Maupassant commence souvent par des incipits in medias res, au milieu des choses. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, et on ne sait pas ce qui se passera aussi après, c'est-à-dire que la chute est abrupte. Elle se finit souvent par un petit mot d'esprit, une petite phrase qui fait mouche, mais on n'en sait pas plus. C'est vraiment extrêmement bref, c'est le cas de le dire. Donc il y a quand même une forme d'absence. Ça peut être aussi l'absence de sens explicite. Si je reprends les poèmes de La Nuit remue d'Henri Michaud, les sens peuvent être multiples, on ne sait pas vraiment où aller. La chute de la nouvelle, c'est l'expression d'une frustration. D'un seul coup, fin abrupte de l'histoire, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Ensuite, on a donc une écriture pleine. Je pense qu'il faudrait définir aussi ce qu'on entend par écriture pleine, à opposer au vide. Donc pour moi, le vide serait à raccrocher à l'absence. Ce qu'il y a d'important aussi à faire dans l'analyse des termes du sujet, c'est ce que je suis en train de vous faire, c'est de raccrocher certains wagons ensemble. C'est-à-dire que pour moi, le mot absence, il va avec le mot vide de la phrase suivante. Donc essayez de faire des groupes logiques aussi comme ça. Et très vite on arrive à opposer la complétude, le champ défini initialement, l'univers diégétique stable, donc tout ce qui est plein, complet, le vocabulaire vraiment de la plénitude, au vocabulaire de l'incomplétude, c'est-à-dire l'absence, le vide, des suspensions qui créent une frustration chez le lecteur. Il faut aussi dire en quoi ça crée une frustration. Finalement, moi ce qui me paraîtrait aussi essentiel à définir, c'est attitude des personnages. Donc ce que j'avais dit par rapport à la moralité, à leur comportement, à leur caractère, on ne sait pas vraiment qui ils sont, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils veulent aller. Dans la parole narrante, de quel point de vue se place la parole narrante? Est-ce que le narrateur adopte le point de vue des personnages ou est-ce qu'il en prend une certaine distance? Et enfin, définir également l'écriture, ce qu'on entend par l'écriture, et moi j'aurais explicité le fait qu'on parle du style, de la poétique propre à chaque auteur. Je pense notamment aux points de suspension qui ont une grande importance par exemple dans Tropisme de Nathalie Sarraute. Il faut essayer de raccrocher chaque mot-clé, par exemple l'écriture, à une notion littéraire, c'est-à-dire stylistique, poétique, esthétique, à des exemples incarnés dans les textes étudiés. Par exemple les points de suspension chez Nathalie Sarraute dans Tropisme. À partir de ça, vous allez construire votre introduction et vous allez en venir à une problématique. Alors, pour toutes les étapes de l'introduction, je vous ramène à ma précédente vidéo sur la dissertation, sur l'introduction de dissertation, où je parlais vraiment de toutes les étapes. Ici, je vais vous parler de ces étapes sans les expliciter, mais en vous montrant dans un exemple concret, moi, ce que j'ai fait le jour du concours, à partir de ce sujet que je viens d'analyser. Je commence toujours par l'accroche, cette phrase, cette citation, cet extrait qui permet d'introduire le propos, toujours à bien rattacher au sujet en question. Une fois qu'on a bien saisi les enjeux, on peut trouver très vite une accroche qui se raccroche à ce sujet. Donc moi j'avais pris une citation de Gustave Lançon dans Histoire de la littérature française. Alors j'y vais. Dans Histoire de la littérature française, le critique Gustave Lançon dresse un portrait élogieux du novelliste Prosper Mérimée en ces termes. Il sait faire 20 pages là où les romantiques s'évertuent à souffler un volume. Quelle plénitude dans cette brièveté! Un paysage est complet en 5 ou 6 lignes et les personnages définis par une action caractéristique que l'auteur a su choisir en faisant abstraction du reste. Alors c'était une grosse citation que j'avais apprise par cœur à l'époque, j'apprenais des tas et des tas de citations, mon cerveau était encore à peu près sur mes épaules. J'avais appris en prévision beaucoup de citations sur le récit bref, dont cette citation de Gustave Lançon à propos de Prosper Mérimée. Prosper Mérimée qui est un novelliste, qui a écrit des nouvelles et qui donc s'inscrit tout à fait dans cette réflexion sur le récit bref. Donc vous voyez comment est-ce qu'on peut raccrocher une citation à un sujet. Et là, clairement, la citation, elle est très bien avec. Donc ça, c'est mon accroche. Maintenant, il faut raccrocher l'accroche au sujet. Il ne s'agit pas juste de dire « Ah bah, Catherine Graal, elle a dit ça à propos du récit bref ». Là, on voit pas trop le rapport entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on fait le lien? J'y viens. La plénitude, l'impression que donne le récit bref d'être complet, dense et achevé, cette notion d'achèvement aussi, semble être, pour Catherine Graal dans le sens de la brièveté, une constituante de cette forme littéraire, sans pour autant être la seule.
deux points, si le récit bref se caractérise par un univers diégétique stable, borné par une forme complexe de subjectivité, il inclut aussi l'expression d'une absence qui grève son apparente complétude et qui se traduit fréquemment par une impression de frustration chez le lecteur. Donc là, comme c'était une grosse citation, j'avais choisi de la découper en deux, et c'est ce que vous pouvez faire, pour expliquer à chaque fois le mouvement de chaque partie de cette citation, expliquer la logique, ce que je vous disais, la logique d'ensemble, comment ça s'articule, comment les arguments s'articulent. Donc vous voyez qu'ici, j'ai fait le lien entre la citation de Gustave Lançon et celle de Catherine Grall, en disant « Pour Catherine Grall, dans le sens de la brièveté, une constituante de cette forme littéraire, sans pour autant être la seule », je raccroche ça à ce qu'avait affirmé Gustave Lançon. Et ensuite, on introduit directement la citation. Il faut que vous recitiez de toute façon la citation du sujet. Il faut que le correcteur, sans avoir le sujet de l'ENS, il puisse avoir accès à ce sujet. Donc il faut forcément que vous le réécriviez à un moment donné ou à un autre. Même si c'est hyper long, il faut le faire. Ça vous fera toujours des lignes en plus. Si vous savez pas quoi dire, c'est le minimum. Donc là, ensuite, je vais analyser cette première portion de citation qui correspondait à la première phrase. D'emblée, Catherine Grall, donc n'hésitez pas à reprendre le nom du critique pour montrer que vous êtes vraiment dans le sujet, oppose l'apparente complétude, donc là j'analyse un groupe syntaxique précis, donc l'apparente complétude du récit bref, je le mets entre parenthèses pour bien montrer que ça appartient au sujet, à l'expression d'une absence, signe d'une incomplétude. Donc là, je souligne l'opposition, la tension, je montre que j'ai compris qu'il y a une tension et que c'est ça que je vais expliquer dans ma dissertation. Donc j'explique le propos. Le récit bref serait, alors utilisez bien le conditionnel, vraiment c'est un temps, puisque maintenant c'est plus un mode, c'est un temps, est vraiment important dans le cadre de l'introduction parce qu'il permet de proposer des hypothèses sans pour autant affirmer que c'est exactement ce qu'a pensé la critique. Parce que l'idée, c'est pas de dire voilà la critique elle a dit ça, c'est de discuter son propos. Donc de proposer des hypothèses qui ne sont pas forcément ce qu'elle a pensé quand elle a écrit son propos. Donc le récit bref serait en tension entre achèvement et inachèvement, instabilité du sens et efficacité de la forme. Donc vous voyez, il faut bien essayer de conceptualiser votre réflexion et de faire des oppositions pour montrer la tension. Donc instabilité du sens et efficacité de la forme grâce à sa force de condensation. Cette distinction, relativement usuelle pour qualifier le récit bref, donc là je montre que j'ai vraiment compris les enjeux du récit bref, se double d'un élément plus singulier, et là, j'ouvre les guillemets, une forme complexe de subjectivité qui circonscrit, guide, oriente le récit bref dans sa complétude. C'est un peu bizarre comme formulation, mais j'explique la thèse, et je m'interroge sur cette thèse. Doit-on comprendre uniquement la subjectivité de l'auteur, ou bien le lecteur joue-t-il aussi un rôle ? Donc là, je me pose clairement une question, et quand je me pose moi une question en faisant mon brouillon, et bien cette question-là, je l'explicite dans mon introduction pour montrer que vraiment, je produis une réflexion sur ce sujet. Donc là, je montre vraiment que cette expression de forme complexe de subjectivité me pose problème. Je montre mon interrogation dans une phrase qui est elle-même interrogative. Donc l'idée c'est que quand vous butez sur une expression, on a tous buté le jour du concours, enfin on a parlé après avec mes camarades sur cette idée de forme complexe de subjectivité. C'est vrai que ça paraît tout à fait abstrait, on ne sait pas trop quelle subjectivité, celle de l'auteur, celle du lecteur, autre chose, on ne savait pas. Donc quand vous ne savez pas comme ça, et que vous avez plusieurs hypothèses, bah, l'idée c'est de montrer qu'il y a plusieurs hypothèses. L'idée c'est de discuter cette citation. Donc si il y a des éléments qui vous paraissent un peu flous, un peu discutables, il faut en parler et montrer expressément que c'est quelque chose qui vous interroge. Montrer cette interrogation, c'est le principe même de la dissertation. Il semble ici plutôt soumis à une impression de frustration, donc là je parle du lecteur, je reprends l'expression, produite par l'incomplétude du récit bref, ce qu'appuie la seconde partie du propos de Christine Grall. Et là j'introduis la seconde partie de la citation, donc la deuxième phrase. Chaque auteur crée en effet une tension entre, d'une part, une écriture pleine, approfondissant le champ défini initialement, et d'autre part, un vide qui s'ouvre dans les attitudes des personnages, dans la parole narrante et dans l'écriture,
nourri de suspension. L'auteur apparaît, donc là, commentaire de cette deuxième partie. L'auteur apparaît comme à la fois maître de la complétude du récit bref, mais aussi créateur de son incomplétude, et le lecteur n'en serait que le récepteur passif en proie à la frustration, et là je reprends entre guillemets le terme de Christine Grahl. Cependant, le sens de la brièveté, donc là j'ai mis entre guillemets le titre de l'ouvrage dont est extrait la citation, en tant que titre de l'ouvrage dont est extraite la citation, ne serait-il pas aussi remis au lecteur qui, loin d'être seulement récepteur de la complétude ou de l'incomplétude du récit bref, en serait l'acteur habile à en compléter les manques. Ma problématique a l'air d'être zigouillée en deux, c'est assez drôle. Bon, alors je vous retrouve, j'avais pas terminé mon explication du sujet, donc, vous voyez que là, j'arrive en fait à la fin de mon premier paragraphe, parce qu'une introduction, je vous ai toujours dit, ça se compose de 3 paragraphes, accroche, présentation du sujet, problématique, annonce de plan. Donc là, je vais passer à ma problématique, et ensuite à mon annonce de plan. La problématique, elle va venir poser le problème, elle va mettre en tension les termes du sujet, et elle va soulever vraiment la question que vous allez chercher à résoudre à travers votre exposé, votre dissertation. Donc là, on arrive à la problématique qui est la tension entre complétude et incomplétude, donc on reprend vraiment les concepts, les notions clés du sujet, qui semble caractériser le récit bref, domaine, résulte-t-elle toujours de la subjectivité de l'auteur? Le lecteur n'a-t-il pas aussi un rôle herméneutique et heuristique à jouer? Donc là je mets en jeu des notions littéraires. La frustration ne guide-t-elle pas vers la liberté d'interprétation, le plaisir dans la suspension? Et je reprends même des termes du sujet. Donc vous voyez, c'est une phrase plutôt longue, une phrase interrogative plutôt longue, et qui pose en fait plusieurs problèmes en un seul, ce qui montre la complexité d'une problématique. Donc si je la relis, la tension entre complétude et incomplétude, qui semble caractériser le récit bref, résulte-t-elle toujours de la subjectivité de l'auteur? Donc là je mets une première affirmation. Le lecteur n'a-t-il pas aussi un rôle herméneutique et heuristique à jouer? Donc une deuxième affirmation qui va à l'inverse ou qui s'ajoute, donc il y a une tension. La frustration ne guide-t-elle pas vers la liberté d'interprétation, le plaisir dans la suspension? Et là je rajoute encore une dimension à ma réflexion. Et ensuite on passe à l'annonce de plan. Alors l'annonce de plan, on essaye de faire relativement subtil, on évite les en premier lieu, en second lieu, on peut le faire. Mais ça va plus être au lycée qu'on va faire ça pour vraiment montrer la progression et montrer qu'on est bien scolaire, qu'on a bien suivi le truc. Moi j'essayais de faire un petit peu plus subtil quand j'étais en prépa. Je commençais souvent par des concessifs par exemple. Si le récit bref se caractérise par une apparente complétude, et donc là je reprenais les termes du sujet, borné par la subjectivité de l'auteur, guide du récit, l'auteur se fait aussi créateur de l'incomplétude du récit bref, propre à susciter la frustration du lecteur. Mais cette forme complexe de subjectivité, si elle est complexe, ne peut seulement provenir de l'auteur, elle s'incarne aussi au travers du lecteur et de sa réception. La mimésis 3 de Paul Ricoeur, donc là je reprenais carrément une notion de théorie littéraire, temps et récit, un moment d'interprétation où l'incomplétude du récit bref est complétée par la recherche du lecteur. Donc là, vous voyez, on commence par une concessive, si le récit bref se caractérise par une apparente complétude bornée par la subjectivité de l'auteur, guide du récit, donc ça correspond à mon grand 1. Le grand 2, l'auteur se fait aussi créateur dans la complétude du récit bref, propre à susciter la frustration chez le lecteur. Donc là, je pose l'antithèse à ma première thèse. Antithèse nuancée. On ne fait pas des plans trop binaires. Et enfin, j'introduis ma troisième partie avec une opposition, mais cette forme complexe de subjectivité, si elle est complexe, ne peut seulement provenir de l'auteur, elle s'incarne aussi au travers du lecteur et de sa réception. La mimésis 3 de Paul Ricoeur, dans Temps et récit, un moment d'interprétation où l'incomplétude du récit bref est complétée par la recherche du lecteur. J'utilise des connecteurs logiques, mais relativement peu. Il faut savoir faire l'économie des connecteurs logiques quand on arrive en prépa et avoir une expression plus souple que celle qu'on pouvait avoir au lycée. Là, on parle vraiment de style. Moi, j'étais beaucoup dans la juxtaposition. Alors, il faut tout de même ménager des moments de transition. Vous voyez que moi, j'ai mis une tournure concessive et une tournure d'opposition. Mais
des fois, l'opposition, je la marque pas, je la signifie pas, c'est juste une virgule, paf, à faire une annonce de plan un peu plus légère et à travailler justement votre expression. Vous voyez que dans mon annonce de plan, j'essaie vraiment de suivre une progressivité, c'est-à-dire de partir d'une thèse, d'aller dans le sens du sujet, puis ensuite d'opposer autre chose, en prenant compte des termes du sujet toujours, et enfin d'essayer de dépasser finalement la contradiction initiale. La démarche dialectique était déjà inscrite dans le sujet, enfin j'essaie de pas trop calquer exactement ce mouvement-là et de proposer un petit peu autre chose. En grand 1, récit bref égale complétude, borné par la subjectivité de l'auteur. Mais grand 2, l'auteur est aussi créateur de l'incomplétude du récit, donc là on oppose complétude et incomplétude. On explique que ça crée voilà, de la frustration chez le lecteur, donc on parle de l'effet. Et finalement, dans un grand 3, là cette fois-ci, j'avais introduit la notion de lecteur qui était pas trop abordée dans le sujet et qui permettait justement de dépasser la contradiction initiale complétude-incomplétude que beaucoup de candidats n'ont pas vu d'après le rapport de jury. Je vais vous relire l'introduction totale. On me demande aussi souvent combien de lignes ou combien de pages ça doit prendre. Si je prends mon ordinateur, je vais vous montrer ma copie à quoi elle ressemblait. Donc ça sont les 2 premières pages et mon introduction elle s'arrête ici. Sachant que j'écris relativement petit, généralement mes introductions de dissertation de français c'était un peu différent en philosophie et en histoire, mais généralement elle faisait 1 page et demie sur une copie double, sachant que là il y a le petit encart, mais vous pouvez compter 1 page et demie en français. Ça me semble être l'idéal en fait. Je pense que moins d'1 page c'est trop peu, et par contre plus de 2 pages ça devient beaucoup trop long. Je reprends mon introduction, cette fois-ci je vous lis tout depuis le début pour que ce soit fluide et que je ne vous interrompe plus. Dans Histoire de la littérature française, le critique Gustave Lançon dresse un portrait élogieux du nouvelliste Prosper Mérimée en ces termes. Il sait faire 20 pages là où les romantiques s'évertuent à souffler un volume. Quelle plénitude dans cette brièveté! Un paysage est complet en 5 ou 6 lignes, et les personnages définis par une action caractéristique que l'auteur a su choisir en faisant abstraction du reste. La plénitude, l'impression que donne le récit bref d'être complet, dense et achevé, semble être, pour Christine Grahl dans le sens de la brièveté, une constituante de cette forme littéraire sans pour autant être la seule. Si le récit bref se caractérise par un univers diégétique stable, borné par une forme complexe de subjectivité, il inclut aussi l'expression d'une absence qui grève son apparente complétude et qui se traduit fréquemment par une impression de frustration chez le lecteur. D'emblée, Catherine Grahl oppose l'apparente complétude du récit bref à l'expression d'une absence, signe d'une incomplétude. Le récit bref serait en tension entre achèvement et inachèvement, instabilité du récit et efficacité de la forme grâce à une force de concentration. Cette distinction, relativement usuelle pour qualifier le récit bref, se double d'un élément plus singulier, une forme complexe de subjectivité, qui circonscrit, oriente le récit bref dans sa complétude. Doit-on comprendre uniquement la subjectivité de l'auteur, ou bien le lecteur joue-t-il aussi un rôle? Il semble ici plutôt soumis à une impression de frustration produite par l'incomplétude du récit bref, ce qu'appuie la seconde partie du propos de Catherine Grahl. Chaque auteur crée en effet une tension entre d'une part une écriture pleine, approfondissant le champ défini initialement, et d'autre part un vide qui s'ouvre dans les attitudes des personnages, dans la parole narrante et dans l'écriture nourrie de suspension. L'auteur apparaît comme à la fois maître de la complétude du récit bref, mais aussi créateur de son incomplétude, et le lecteur n'en serait que le récepteur passif, en proie à la frustration. Cependant, le sens de la brièveté, en tant que titre de l'ouvrage dont est extraite la citation, ne serait-il pas aussi remis au lecteur qui, loin d'être seulement récepteur de la complétude ou de l'incomplétude du récit bref, en serait l'acteur, habile à en compléter les manques. La tension entre complétude et incomplétude qui semble caractériser le récit bref, résulte-t-elle toujours de la subjectivité de l'auteur? Le lecteur n'a-t-il pas aussi un rôle herméneutique et heuristique à jouer? La frustration ne guide-t-elle pas vers la liberté d'interprétation, le plaisir dans la suspension? Si le récit bref se caractérise par une apparente complétude bornée par la subjectivité de l'auteur, guide du récit, l'auteur se fait aussi créateur de l'incomplétude du récit bref propre à susciter la frustration du lecteur. Mais cette forme complexe de subjectivité, si elle est complexe, ne peut seulement parvenir de l'auteur.
elle s'incarne aussi au travers du lecteur et de sa réception, la mimésis 3 de Paul Ricoeur dans Temps et Récit, un moment d'interprétation où l'incomplétude du récit bref est complétée par la recherche du lecteur. Voilà, j'espère que j'ai pu vous présenter un exemple de ce que pouvait être une introduction en dissertation de français pour l'ENS. C'est un exemple d'introduction. Tout le monde n'a pas fait cette introduction, il y a des gens qui ont dû avoir 20 et avoir une toute autre introduction. Je rappelle que moi j'avais eu 19. Donc en réalité, il y a plein de problématiques, de plans possibles différents, d'accroches, etc. Mais si vous voulez, au niveau de la forme, c'est plutôt ce qu'on va attendre. Voilà, une expression qui est toujours neutre, objective, la moins lourde possible, la plus claire possible. On ne fait pas de fioritures, on n'est pas là pour écrire un livre, on ne s'appelle pas Victor Hugo. On n'est pas dans de la poésie non plus. Donc on s'efface finalement derrière le propos que l'on tient. L'idée c'est vraiment de montrer une véritable réflexion et une progression. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider dans l'analyse et dans la rédaction d'une introduction de dissertation et une analyse de sujet. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!